Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergil Berly de AlphaCons. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui à travers cette vidéo où nous allons parler des maisons inachevées en Afrique en fait. Donc partout où vous allez passer en Afrique, que ce soit dans les grandes capitales, dans les grandes villes, dans les petites villes en Afrique, un peu partout, vous allez trouver beaucoup de maisons inachevées. Donc je vais essayer de citer à Abidjan, Dakar, Cotonou, Bamako, Brazzaville, Kinshasa, Luanda, Lomé, N'Djamena, Douala, Yaoundé, partout, Libreville. Si vous partez, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de maisons inachevées en Afrique. Donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons essayer de voir ensemble quelles sont les causes en fait qui peuvent pousser à avoir autant de maisons inachevées en Afrique et comment peut-on faire pour éviter de se retrouver avec plusieurs maisons inachevées en Afrique. Ce qui n'est juste pas normal. Parce que imaginez-vous que vous démarrez un projet, après vous l'arrêtez pendant une longue période, c'est pas intéressant. Alors que le projet normalement, il doit démarrer avec une durée bien définie. Donc vous dites que le projet il démarre, un an plus tard, le projet il est terminé et on commence à l'exploiter directement. Donc à travers cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles sont les raisons qui peuvent pousser les gens à stopper leur projet en cours. Donc merci. Donc, il y a certains maîtres d'ouvrage en fait, c'est vrai, qui décident d'arrêter volontairement leur projet en fait pour diverses raisons. Mais cela n'arrive pas, cela n'est pas vraiment le cas de la plupart des projets en fait. Très souvent, quand vous voyez un projet qui est arrêté, une villa ou un bâtiment est inachevé en fait, généralement c'est pour des raisons bien spécifiques. Et à travers cette vidéo, nous allons voir quelles sont généralement ces raisons. C'est-à-dire, je sais que c'est ce que vous attendez, vous me demandez, Berly, dis-nous généralement c'est pour quelles raisons en fait, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens arrêtent leurs travaux. Donc là, tout de suite, nous allons essayer de voir la première raison. Donc, l'une des premières raisons en fait qui pousse les gens à arrêter leurs travaux, généralement, est un problème du foncier. Comme l'achat des terrains n'est pas bien réglementé en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, donc généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer qu'en Afrique, il y a des gens, il y a des propriétaires, quelqu'un à qui appartient un terrain aujourd'hui, qui va vendre le même terrain peut-être à 2, 3, 4, 5 personnes. Donc, ou encore, il y a d'autres encore qui sont plus mal intentionnés encore, qui décident de vendre des terrains qui ne leur appartiennent même pas. Et après, du coup, figurez-vous que si vous vous retrouvez à acheter un terrain, vous avez acheté un terrain à qui on a vendu à peut-être à 5 personnes, il y a une guerre en fait qui se passe en fait. C'est-à-dire chacun va prétendre que ce terrain lui appartient, ce terrain est à lui, nanani, nanana. Et figurez-vous si vous avez commencé la construction sur ce terrain-là et que quelqu'un sort de nulle part vous dire que ouais, le terrain appartient à une deuxième personne, une troisième personne, là automatiquement, peu importe qui vous êtes dans la société, vous êtes obligé d'arrêter d'abord les travaux, résoudre d'abord le litige qu'il y a et après, une fois que vous aurez obtenu gain de cause, là vous pouvez décider de reprendre les travaux normalement en fait. Donc, ou encore si ça se passe mal pour vous, vous risquez même de perdre tout ce que vous avez mis en fait dans le projet. Donc tous les moyens que vous avez mis en place dans la réalisation du projet, vous pouvez vous retrouver comme ça à perdre tous les moyens, toute votre somme, tout argent que vous avez eu à mettre sur ce projet, vous pouvez perdre du jour au lendemain comme ça là. Donc ça, généralement au niveau du foncier, ce sont ces genres de problèmes là qu'on retrouve. Donc après le litige du foncier, il y a des problèmes en fait qui sont, je vais dire quoi, il y a peut-être un manque d'études de faisabilité du projet en fait. Donc là, je vais parler de quoi? Je vais parler peut-être d'une mauvaise évaluation financière. Ça, c'est ce qui est très important en fait. Vous savez que dans les projets de construction, le moteur en fait, ce qui va permettre de booster la construction, ce qui va faire en sorte que le projet voit le jour, c'est les finances en fait, c'est l'argent en fait. Donc qu'est-ce que les gens font? Il y a beaucoup de personnes qui vont démarrer des projets en fait sans savoir combien ce que le projet va leur coûter. Ça, c'est très dangereux. Moi, je pense qu'il est possible de démarrer un projet sans savoir et sans avoir l'entièreté des moyens, en fait, l'entièreté des sous qu'il faut pour réaliser votre projet. Ça, je pense que c'est faisable. Mais démarrer un projet sans savoir combien ce que le projet va vous coûter, ça, c'est une erreur fatale. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette situation. Ils vont s'engager dans des grands projets ou même des petits projets sans savoir combien est-ce qu'ils vont dépenser. Donc, toute personne qui veut construire, qui veut réaliser un bâtiment ou même qui veut acheter un véhicule ou un téléphone,
Le plus important, c'est quoi? C'est chercher à savoir combien est-ce que l'objet que je vais acquérir, le projet que je vais réaliser va me coûter. Ouais, là, c'est assez important. Il faut se renseigner en fait. Comme ça, vous vous renseignez, même si pour le cadre de la construction, même si vous n'avez pas tous les fonds, si vous voulez construire progressivement, vous vous dites d'accord, moi je veux construire progressivement, peut-être en 1 année ou peut-être en 2 ans. Donc je vais construire, arriver jusqu'au niveau de la fondation, peut-être en 1 mois et demi, arrêter les travaux, reprendre le mois qui suivra, le rez-de-chaussée, ensuite le mois qui vient, j'arrête, le mois qui vient, et ainsi de suite. Ça, c'est faisable. Mais au moins, vous connaissez combien est-ce que vous allez dépenser pour ce projet-là, en fait. Ça vous permet soit de mobiliser tous les fonds, garder tous les fonds sur place, et après, au fur et à mesure, vous allez avancer. Ou encore vous dire que, bon, ouais, je sais combien le projet va me coûter en fonction des placements que j'ai eu à faire par-ci, par-là. Donc, au mois de janvier, je sais qu'au mois de janvier, on va finir la fondation, et à la fin du mois de janvier, je veux recevoir de l'argent venant de tel projet, tel placement que j'avais eu à faire. Et ce montant-là va me permettre peut-être de démarrer les travaux du rez-de-chaussée. À la fin du mois de février, je saurai que j'ai un montant qui viendra de tel côté et ce montant-là va me permettre de démarrer l'étage et ainsi de suite. Donc ça, c'est faisable en fait. Vous démarrez un projet tout en sachant combien est-ce que le projet va vous coûter sans pourtant avoir tous les fonds qu'il faut. Ça, c'est bon. Mais démarrer un projet sans avoir les fonds qu'il faut ou encore démarrer un projet en ayant les fonds que vous croyez être nécessaire pour la réalisation du projet alors que ce n'est pas le cas, ça c'est dangereux en fait. Voilà pourquoi vous allez démarrer un projet et vous rendre compte qu'à l'avenir, qu'en réalité, le projet était censé durer peut-être 4 mois et donc 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard, vous rendre compte que les fonds que vous avez ne peuvent pas vous permettre en fait de réaliser tout votre projet. Ça, c'est ce qui arrive le plus souvent. Les 2 premières raisons que j'ai citées, c'est les raisons les plus fréquentes. Donc, il y a les problèmes du foncier et ensuite, il y a ce problème-là. Donc, les gens font une mauvaise évaluation financière en fait. Vous n'évaluez pas bien le coût de la construction de votre projet. Mais il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ça et des gens ils se disent bon, j'ai mis de l'argent de côté, un peu d'argent, donc ça peut me permettre de construire. Alors que ce n'est pas le cas. Beaucoup de gens se trompent en fait. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient construire. Me disant ouais Sergile Berly, j'ai tel montant, j'ai 20 millions, j'ai 15 millions, j'ai 10 millions, je voulais réaliser un bâtiment R+1. Généralement ce genre de personnes, ils sont des personnes qui ont des demandes vraiment folles quoi. Donc quelqu'un qui a 15 millions ou 20 millions, qui veut un bâtiment R+1, chaque chambre avec salle de bain, c'est juste pas possible, vous croyez où en fait. Donc ça c'est à la limite, c'est une fondation que vous allez faire avec le démarrage du rez-de-chaussée en fait. Mais c'est pas un montant qui va vous permettre de réaliser un projet. De A à Z en fait, il ne faut même pas se tromper en fait. Donc si c'est les constructions à l'ancienne en fait, vous voulez faire des constructions à l'ancienne où il n'y a pas, c'est pas sur semelle isolé, c'est pas avec l'engrais nanani nanana, avec toiture légère, il n'y a pas de ça, c'est faisable en fait, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez faire une maison avec des semelles isolées, des langrins, des murs de soubassement, normalement, des poteaux, des poutres, des dalles, tout ça, il ne faut pas rêver, c'est pas possible en fait, 20 millions ce n'est rien. Donc bon, c'est pas que ce n'est rien en termes d'argent, non, mais ce n'est rien pour la construction. Vous ne pouvez pas réaliser un projet R+1 avec ces montants-là. Il faut très bien se renseigner en fait. Et après, ne commettez pas cette erreur que chaque fois quelqu'un va vous dire que bon ouais, la construction elle va coûter tel montant, vous allez généralement prendre des personnes qui vont vous faire des propositions les plus intéressantes. Donc quelqu'un qui va vous proposer 40 millions ou 4 personnes vont vous proposer des devis de 40 millions, 45 millions, 50 millions, vous allez trouver ça injuste. Puisqu'il y a quelqu'un qui vous a proposé un devis de 20 millions, vous allez aller vers la personne qui vous propose un devis de 20 millions. Là, il faut se poser des questions. Ce n'est juste pas possible en fait. Il faut très bien se renseigner sur le coût réel de la construction de votre projet. Gros œuvre et puis le second œuvre. La troisième raison en fait, c'est la destination du projet. La destination du projet, c'est quoi? C'est connaître à quoi est-ce que votre bâtiment est destiné en fait. C'est-à-dire quel est le rôle en fait de votre bâtiment. Vous construisez un bâtiment pour en faire quoi? Ça c'est très important, la destination du projet. Il faut connaître la destination du projet obligatoirement quand vous voulez construire. Moi je vais vous raconter une histoire en fait. Je pense que c'est au Cameroun si je ne me trompe pas. Donc il y a un monsieur normalement qui n'habite pas sur place qui voulait construire un bâtiment. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Le bâtiment c'était prévu pour qu'il... Bon, ça allait être sa résidence, quoi, quand il allait souvent venir au pays, tout ça. Maintenant, ça s'est trouvé que je pense qu'il avait eu un contrat, en fait, qui l'empêchait de revenir de temps en temps au pays. Donc, du coup, très rapidement, qu'est-ce qu'il a fait? Alors que le projet avait déjà commencé, en fait, la construction du projet avait déjà commencé, en fait. Donc, très rapidement, qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur, il s'est dit, bon, là, je vais essayer de transformer
au lieu d'en faire ma résidence à moi quand je viendrai, je vais essayer de faire je vais essayer de faire du meublé. Mais quelques temps plus tard, le monsieur il avait eu la chance en fait de venir au Cameroun pour un temps, pour un petit séjour. Et quand il est arrivé, bon, lui-même il savait à peu près, il s'était renseigné comment est-ce qu'il pouvait faire un meublé en fait. Donc du coup, le monsieur il est venu dans la zone pour se renseigner comment est-ce que dans la zone, est-ce qu'il y avait facilement de l'eau, de l'électricité, essayer de voir où était l'emplacement de la route, de son terrain par rapport à la route, et il s'est rendu compte que la route était très loin de son terrain, donc c'était pas possible en fait de faire du meublé dans ces conditions. Le projet qui était censé être un bâtiment résidentiel est passé en un meublé. Après les meublés, le monsieur à la fin il était obligé d'en faire une école. Et tenez-vous calme, dans la zone il y avait déjà des écoles, donc je pense que c'était la 3e ou la 4e école dans la même zone. Donc du coup, ça c'est juste pas croyable. C'est vraiment une perte quoi. D'ailleurs, là, ce que je viens de vous raconter, c'est pas un projet sur lequel nous avons travaillé en fait. C'est lors d'une discussion avec des amis en fait que j'ai entendu parler de ça. Je suppose que si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau en train de regarder la vidéo, c'est parce que ce que je suis en train de dire est peut-être intéressant pour vous. Et je pense que si c'est intéressant pour vous, il est fort probable que ça le soit aussi pour d'autres personnes autour de vous. Donc partagez cette vidéo, likez, commentez s'il vous plaît avant de continuer. Merci. Il y a un nouveau type de vidéo en fait qu'on est en train de préparer où on va deux fois faire la critique en fait des plans. Donc on va prendre un plan qu'on va critiquer. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. On va prendre un plan n'importe lequel fait par Alpha Cons ou par une autre structure et j'emmène le plan, on le critique tous ensemble. Et donc vous voyez, donc c'est très important de savoir en fait la destination de votre projet. Dès le départ, il faut savoir à quoi va vous servir ce bâtiment. Est-ce que c'est pour que vous puissiez habiter vous-même ou encore c'est pour faire de la location? Ou encore, c'est pour faire du meublé, du Airbnb, c'est pour faire une école plus tard, c'est pour des plateaux de bureau, c'est pour du coworking. Il faut savoir, ça c'est des choses qui sont très importantes en fait. Et ça encore, ça vous permet de savoir quel est le type de bâtiment que je dois construire. Donc c'est pas partout dans tous les quartiers qu'on part pour aller faire un grand immeuble, un grand bâtiment, tout ça. Deux fois, sans réfléchir comme ça là, c'est pas intéressant. Quand une fois le bâtiment réalisé, après vous allez vous rendre compte que le type de client que vous cherchez, vous en fait, dans cette zone-là, c'est pas possible en fait. C'est comme quelqu'un, j'ai déjà parlé de ça ici dans des vidéos, quelqu'un qui est au Congo par exemple, qui va aller construire des bureaux de coworking à Madjibou par exemple, c'est pas intéressant. Ou quelqu'un qui est à Dakar, qui va faire des plateaux de bureaux, qui va faire vers Kounoun. Il n'y aura personne ne va prendre ça. Donc, par contre, si vous êtes dans une zone comme Cotonou, par exemple, si vous voulez faire des bureaux, des plateaux de bureaux, vous faites ça à la FF, vous êtes sûr que ouais, là c'est bon. Un quartier comme Vodja, il n'y a pas de problème. Mais si vous partez faire ce genre de truc à Godomé, c'est mort. Pareil pour Abidjan. Donc c'est toujours au cœur de la ville qu'il faut faire ce genre de business. Et quand vous êtes en retrait de la ville, il y a un autre type de business, un autre type de bâtiment, excusez-moi, je parle de business, un autre type de bâtiment qu'il faut construire avec une autre destination en fait. Donc il faut toujours savoir à quoi va vous servir le bâtiment. Donc l'usage du bâtiment à usage commercial, à usage de plateau de bureau, à usage de ceci, cela, et ainsi de suite. Donc c'était ça pour cette partie. La 4e raison en fait, bon, nous allons parler des arnaques. Hein. Bon, les arnaques, c'est vrai que deux fois, pour le foncier aussi, deux fois, il y a des arnaques dans le foncier, mais j'ai traité le foncier différemment des autres arnaques. Pourquoi? Parce que dans le cas du foncier, il n'y a pas que des arnaques en fait. Donc il y a beaucoup de problèmes, vous voyez, deux fois vous pouvez avoir un litige familial, des trucs comme ça, là, ce qui n'est pas une arnaque, voilà pourquoi j'ai pas voulu mettre le foncier dans les arnaques, j'ai traité le cas du foncier différemment. Donc ici, les arnaques en fait, dont je vais parler, je vais essayer de les diviser en deux groupes en fait. Donc il y en a plusieurs, hein, mais moi je vais juste parler de deux arnaques. Donc il y a la première arnaque qui est avec les entrepreneurs, au niveau des entrepreneurs. L'entrepreneur, peu importe qui il est, donc ça peut être une très grande entreprise, une petite entreprise, moyenne entreprise, une tierce personne, un maçon, tout ça, à qui vous allez confier votre projet. Tant que c'est quelqu'un de sérieux, il n'y a pas de souci. Mais si c'est quelqu'un de moins sérieux, là, il est fort probable que vous vous fassiez arnaquer. Déjà, ça commence à quel moment? Tout à l'heure, je parlais de la mauvaise, le mauvais calcul en fait de votre budget, tout ça. Là, tout part de là en fait. Il y a des entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? Parce que quand vous voulez construire, une fois que vous avez les plans, vous essayez de mettre 2-3 entreprises en concurrence en fait. C'est-à-dire vous leur demandez un devis. Chacun va vous présenter un devis. Et qu'est-ce que les gens font? Les gens mal intentionnés,
Ils savent que les travaux ne peuvent pas être réalisables avec 20 millions par exemple. Donc l'autre, ils savent que l'autre va facturer 30 millions. Et eux, pour gagner le projet, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre un devis peut-être de 20 millions. Et vous, derrière, vous allez leur confier le projet. Après, ils vous diront que non, le projet n'est pas réalisable avec ce montant, il va falloir rajouter ceci parce qu'il y a ceci qui a augmenté, on n'avait pas vu ceci sur les plans, on ne s'était pas rendu compte. Des fois, ça peut être une erreur, mais très souvent, il y a des gens qui le font sciemment en fait. Ils savent que ce projet n'est pas réalisable avec 20 millions, mais ils vont accepter les 20 millions juste pour démarrer le projet. Après, en plein projet, au cours du projet, venir vous faire comprendre que bah non, il faut revoir le montant, nanani, nanana, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas possibles. Donc ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le font en fait. Et vous allez avoir ce problème très souvent avec des maçons. Des entreprises encore, bon, puisqu'il y a beaucoup de techniciens qui travaillent, il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent sur le devis, sur le plan, bon, c'est un peu difficile qu'ils fassent ce genre d'erreur. Ou bien quand il y a un qui fait l'erreur, celui qui doit corriger avant d'envoyer le directeur technique, tout ça, il va s'en rendre compte en fait. Mais quand c'est un maçon qui vous fait un devis, s'il est bon ou s'il a pris tout son temps de revoir ou de faire passer, de donner le truc en revue à une autre personne, ça se passe, ça marche, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur. Mais quand ce n'est pas le cas, il est fort probable que vous vous retrouvez avec de tels soucis en fait. Voilà, donc vous donnez un projet à quelqu'un pour 20 millions et demain on vous dit bah non, le même projet va quitter 20 millions à 40 millions et voilà. Je vais vous mettre une citation qui va peut-être s'afficher là, que vous allez voir. J'ai oublié juste le nom de la personne qui l'avait dit. Il disait quoi? La construction, bah, ça me faisait même rire en fait. D'ailleurs, on l'a même posté sur notre Instagram. La citation, il dit quoi? La construction, c'est comme le voyage. Ça coûte toujours plus cher que ce qu'on a prévu en fait. Donc c'est un peu ça, vous allez voir, ça va s'afficher. Et généralement, il y a ces entreprises avec lesquelles vous allez construire en fait, où vous n'allez jamais avoir ce problème-là en fait. Donc le montant qu'ils vous diront au départ, c'est ce montant-là que vous allez dépenser. Mais quand c'est des personnes qui veulent gagner le projet, qui veulent juste prendre de l'argent rapidement, après ils se disent bon, on a tout le temps, hein, on peut venir vers lui pour lui dire que le projet a augmenté, il faut augmenter le budget. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va aussi vous arriver très souvent. Donc je vais vous montrer la citation, vous allez voir, je pense qu'elle est déjà sortie, vous avez déjà vu. Voilà. Donc du coup, quand un entrepreneur vient vous dire que bon tiens, le projet il a augmenté beaucoup plus que ce qui a été prévu, nanani, nanana. Donc si le maître d'ouvrage il a un autre levier sur lequel s'appuyer, il n'y a pas de souci. Il va débloquer les fonds pour continuer le projet en fait. Mais quand ça arrive que le maître d'ouvrage n'a pas les moyens qu'il faut, et là automatiquement le chantier s'arrête et après on a une maison inachevée comme ça là et voilà, ça devient un temple de serpents et voilà, la nuit c'est des je ne sais quoi, des animaux de toutes formes qui sont à l'intérieur et voilà, donc je ne vais même pas dire. La dernière arnaque pour finir, c'est avec les maîtres d'ouvrage délégués. Le maître d'ouvrage délégué, comme vous l'entendez en fait, bon, celui qui construit un projet, celui qui construit une maison, celui qui initie un projet, tout ça, on l'appelle un maître d'ouvrage. Maintenant, le maître d'ouvrage, ça peut être une personne, ça peut être une entité, ça peut être, voilà. Et quand, bon, là on est en train de parler de maison, tout ça, donc votre maison à vous, vous qui me suivez, voilà, ça peut être votre maison. Mais non, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de temps ou bien vous n'êtes pas sur place, là où votre projet est en train d'être réalisé, vous allez trouver un maître d'ouvrage délégué. Et le maître d'ouvrage délégué, ça peut être un membre de votre famille, ça va être votre frère, ça va être un ami, tout ça, qui va s'occuper du projet pour vous. Bon, encore les plus avertis, en tant que maître d'ouvrage délégué, ils ne prennent pas une personne de la famille. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir une structure en fait qui est spécialisée dans ça. Peu importe le cabinet hein, qui exerce dans la construction, tout ça, et ainsi de suite, pour vous accompagner en fait. Donc du coup, eux, ils vont vous représenter quand vous n'êtes pas là. Donc c'est eux qui vont traiter avec les ouvriers, c'est eux qui vont acheter, qui vont payer, c'est eux qui vont, les virements passent par eux, les paiements passent par eux, voilà, c'est eux qui prennent des décisions quand vous n'êtes pas là et voilà. Donc c'est ça le maître d'ouvrage délégué. Et donc, l'arnaque avec les maîtres d'ouvrage délégués, elle va se passer comment? Donc supposons, quand vous allez commander du matériel, on vous dit que ouais, tel matériel il va coûter 3 millions, si c'est lui qui s'occupe de la construction, vous lui donnez de l'argent. S'il est mal intentionné, il va acheter du matériel au lieu de 3 millions, aller négocier, acheter de la mauvaise qualité du matériel, acheter le matériel à 2 millions. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est mal intentionné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cet argent, il va vous faire. Et à plusieurs reprises, vous allez revenir au pays, vous allez revenir sur votre chantier, vous vous rendre compte qu'en réalité, il n'y a rien qui a été fait. On vous envoie les chantiers, les photos d'un chantier qui est très loin, qui n'est pas le vôtre, qui ne vous appartient pas. Et voilà, après, c'est des problèmes familiaux, vous commencez à vous crier dessus, tout ça. Donc ça, c'est ce qui arrive aussi avec les maîtres d'ouvrage. Donc il faut choisir le bon maître d'ouvrage délégué en fait. Donc si vous n'avez pas de bon maître d'ouvrage délégué, bah, surtout ça, c'est très important en fait. Peu importe, vous allez avoir une bonne entreprise, un bon ceci, un bon cela, un bon plan.
Si le maître d'ouvrage délégué n'est pas bon, c'est mort. Maintenant, si vous êtes vous-même sur place, bah là c'est bon en fait. Donc si le maître d'ouvrage délégué il est mauvais et qu'une fois que vous rentrez, vous vous rendez compte qu'en réalité bah, rien ne se faisait ou encore ça se faisait avec de la mauvaise qualité du matériel. Donc du coup le temps de réfléchir comment faire nanani nanana, là on va aussi se retrouver avec un chantier abandonné, arrêté. Et si ça peut se régler en 6 mois, en 3 mois, c'est bon. Mais dans la plupart des cas, ça va durer, ça va faire 1 année, 2 ans et voilà. Des fois même, on ne va plus jamais construire en fait. Donc, avec toutes les causes, toutes les raisons que je viens de citer là, ce sont toutes ces raisons en fait qui poussent à avoir beaucoup de bâtiments inachevés dans les capitales, dans les petites villes, ainsi de suite. Donc, il faut bien suivre cette vidéo pour ne pas se retrouver avec ce genre de situation. Ce que moi je veux surtout vous demander, c'est de bien évaluer le coût de la construction de vos projets. C'est très important, très important. Donc c'est ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Sergile Berly de Alphacons. J'espère vous retrouver très prochainement pour une autre vidéo. Mais n'hésitez pas à partager cette vidéo, commenter, liker et voilà. Merci, au revoir.